Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On dit souvent que la véritable nature d'une personne ne se révèle pas sous les feux des projecteurs, mais dans les moments de silence, lorsqu'elle se croit complètement seule. L'histoire d'aujourd'hui est une illustration profonde et émouvante de cette vérité. Nous allons nous plonger dans la vie d'Alexandre Dubois, un homme riche qui s'est bâti une forteresse de silence et de méfiance pour se protéger du monde. Il était convaincu que les gens ne s'approchaient de lui que pour son argent. Pour le prouver, il a mis en place un test ultime pour sa nouvelle gouvernante. Un test de cupidité et une occasion pour lui de renforcer son amertume. Mais parfois, un simple acte de droiture a le pouvoir de briser les murailles les plus épaisses. Écoutons ensemble l'histoire de la façon dont un cœur de glace a été réchauffé et comment un héritage d'espoir est né. Alexandre Dubois n'avait pas toujours été un homme de silence. Il fut un temps, dans une autre vie, où des chantiers navals à Marseille portaient son nom et où des politiciens à Paris écoutaient sa voix avec une réelle attention, il avait parlé avec le tonnerre. Mais cette vie était révolue depuis longtemps, ensevelie sous des décennies de pertes, de trahisons et du bruit d'un monde auquel il ne faisait plus confiance. Aujourd'hui, à 71 ans, le silence était son seul allié. Le silence ne mentait pas. Le silence ne réclamait pas son argent. Le silence ne prétendait pas l'aimer. Et ainsi, il vivait dans un ancien manoir de la vallée de la Loire, une forteresse de briques rouges et de colonnes blanches nichées derrière une grille en fer forgé complexe. Le manoir comptait 26 pièces, 16 caméras de sécurité, 3 boutons de panique et pas un seul visiteur. Les habitants du village voisin, lorsqu'ils parlaient de lui, le décrivaient comme un fantôme. Ce vieil industriel avec ses portails étranges, chuchotait-il. Celui qui a renvoyé son jardinier simplement pour avoir posé trop de questions. Mais il ne connaissait pas la moitié de l'histoire. Il n'avait pas vu son fils unique saisir le tribunal pour le faire déclarer mentalement inapte, uniquement pour accéder plutôt à sa fiducie. Il n'avait pas vu leur fille, qu'il avait autrefois portée à travers les fièvres et les terreurs nocturnes, vider son compte de 100 000 €. Il n'avait pas entendu le médecin de longue date, celui qui avait tenu son pouls pendant 2 décennies, expliquer des factures gonflées par un simple haussement d'épaule. Alexandre avait tout enduré et était parvenu à une conclusion singulière. Les gens étaient des vautours, parfois en costume, parfois en blouse blanche. Il y avait eu de la chaleur autrefois. Hélène, son épouse pendant 47 ans, avait maintenu cette maison en vie. Elle aimait les tournesols dans le hall et l'odeur du pain frais. Sa disparition, due au cancer, restait une blessure qu'il n'osait jamais toucher. Après sa mort, le somptueux manoir devint un tombeau, préservé dans le silence et une lumière tamisée. Alexandre n'a pas rénové, n'a pas repeint. Tout est resté identique à l'exception des serrures et du système de sécurité, dont le nombre et la complexité augmentaient chaque année. La seule chose qu'Alexandre permettait de rester intacte était la bibliothèque. C'était la pièce préférée d'Hélène. Des étagères en chêne du sol au plafond, remplies de volumes reliés, des fauteuils en cuir adoucis par des décennies d'usage, et un bureau près de la baie vitrée où le soleil du matin faisait briller ses cheveux platines. Il n'avait pas lu un livre depuis des années, mais il gardait les dos des livres sans poussière et la pièce impeccable. Il se disait que c'était pour elle. Mais l'âge s'infiltrait comme de la mousse sur la pierre. Son dos était plus raide chaque matin. Les tâches simples devenaient ardues. Finalement, avec une extrême réticence, Alexandre contacta une agence de placement discrète à Paris. Il posa 3 conditions. La candidate ne devait avoir aucun casier judiciaire, aucune présence sur les réseaux sociaux et aucun intérêt pour les longues conversations. La 3e candidate arriva un mardi matin, une jeune femme nommée Élise Moreau. Elle n'était pas ce à quoi Alexandre s'attendait. Dans son dossier, elle était décrite comme ponctuelle, méticuleuse et motivée par un but
plutôt que par le profit. Élise avait 27 ans, la peau mate et les cheveux sombres tirés en un chignon soigné. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, ni sourire forcé. Son expression était calme et alerte, le genre de visage qui semblait avoir plus écouté que parlé. Elle se déplaçait avec légèreté, respectant les limites invisibles. Quand il l'invita à s'asseoir, elle le remercia et s'assit droite, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne posa pas de questions sur le salaire, ne complimenta pas la maison. Au lieu de cela, sa première question concernait la bibliothèque. « Monsieur, préférez-vous que je dépoussière les étagères sans déplacer les livres, ou dois-je les réaligner ?» Alexandre cligna des yeux. C'était la question la plus précise et la plus pertinente qu'il ait entendue depuis des années. « Ne déplacez rien, » dit-il prudemment. Elle hocha la tête une fois. L'entretien ne dura que 17 minutes. Elle était née et avait grandi à Lyon, fille d'un boulanger et d'une conductrice de bus. Elle suivait un master en travail social en ligne et travaillait pour payer ses études. Alexandre ne lui faisait pas confiance, pas encore. Mais il était curieux. Elle n'essaya pas de le flatter. Elle ne broncha pas lorsqu'il mentionna les caméras de sécurité. Elle demanda simplement quand elle pouvait commencer. « Mercredi », dit-il. Mais en vérité, il avait déjà un plan. La dernière fois qu'il avait fait confiance, cela lui avait coûté la bague de fiançailles d'Hélène et 3 lettres manuscrites de l'époque de la guerre. Il devait savoir qui était vraiment Élise, non pas sur le papier, mais quand personne ne regardait. Ce soir-là, Alexandre s'assit à son bureau. Élise Moreau. Élocution claire, ne fuit pas le contact visuel. Candidate potentielle. Test nécessaire. Demain, elle reviendrait. Et Alexandre serait là, non pas avec des mots, mais avec le silence et une porte laissée entr'ouverte. Élise arriva à 8 heures précises. Alexandre l'accueillit d'un bref signe de tête. La cuisine est approvisionnée. Les fournitures sont sous l'évier. Commencez où vous le jugerez bon. J'ai un rendez-vous ce matin. Oui, monsieur, répondit doucement Élise. Le piège était tendu. La pièce qu'il appelait la chambre forte n'était pas un coffre conventionnel. Derrière une lourde porte en noyer au bout du couloir du premier étage, Alexandre ne gardait pas seulement de l'argent, mais aussi des souvenirs. Les lettres d'Hélène, ses antiquités, de vieux journaux intimes. Pour Alexandre, garder tout à portée de main lui apportait un certain réconfort. Ce matin-là, juste avant l'arrivée d'Élise, Alexandre était entré dans la pièce, avait désactivé l'alarme et laissé la porte entr'ouverte. À l'intérieur, sur une table en acier, il plaça 4 mallettes en cuir, chacune remplie de liasses de billets de 100 €. À côté, un petit plateau en argent avec les broches anciennes d'Hélène. Il voulait que cela ressemble à une négligence. Bien sûr, Alexandre était tout sauf négligent. Il s'était retiré dans son bureau privé à l'étage, où un panneau de 8 moniteurs lui permettait d'observer chaque recoin de la maison. Élise commença dans le hall d'entrée, époussetant méticuleusement les plaintes. Elle ne se pressait pas, n'hésitait pas. Pas d'écouteurs, pas de téléphone portable. Elle travaillait comme quelqu'un qui trouve sa fierté dans les petits rituels. Alexandre se pencha en arrière. Le test avait commencé. Près d'1 heure plus tard, Élise se dirigea vers le couloir. La caméra enregistra le moment où elle remarqua la porte entr'ouverte au fond. Ses pas ralentirent. Elle s'arrêta, fronçant les sourcils en regardant à l'intérieur. Elle leva la main, mais seulement pour frapper doucement sur le cadre de la porte. Pas de réponse. Elle n'entra pas. Au lieu de cela, elle recula et sortit son téléphone. Alexandre zooma sur l'écran. Elle appelait l'agence. « Bonjour madame, c'est Élise Moreau. Je suis au manoir de monsieur Dubois. Je pense qu'il a peut-être oublié de fermer une pièce qui semble importante. Il y a de l'argent, des papiers et des bijoux à l'intérieur. »
Dites ici. Alexandre savait ce que sa secrétaire dirait. Il l'avait briefé. Laissez tout en place, Élise. Monsieur Dubois s'en occupera à son retour. Élise raccrocha. Elle resta immobile quelques secondes, fixant la porte. C'était le moment de vérité. Que ferait-elle maintenant, sachant que la pièce resterait sans surveillance pendant des heures? Élise se détourna, mais seulement pour un instant. Elle revint avec une chaise en bois de la salle à manger, la plaça en face de la porte ouverte. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux, les yeux vigilants. Une sentinelle silencieuse. Alexandre était stupéfait. Il n'avait jamais écrit de protocole pour cela. Pendant les 2 heures qui suivirent, Élise ne quitta pas son poste. Elle sortit un roman de poche de son sac et lut tranquillement, mais ses yeux se levaient au moindre craquement du vieux plancher. Elle mangea son déjeuner, un sandwich emballé dans du papier ciré, assise sur cette même chaise. Puis un appel téléphonique arriva. Élise répondit, sa voix s'abaissant, mais le micro de la caméra capta. « Non, maman, ne pleure pas. J'essaie. Je sais ce que ça signifie s'ils ferment la boulangerie. 38 000 €. Je ne sais pas où on va trouver ça, mais je vais trouver une solution. Et je sais... » Son dos se redressa. Sa main tremblait en rangeant le téléphone. Elle se retourna, son regard dérivant vers la porte de la chambre forte. Alexandre se crispa. Ça y est. Mais ce qui se passa ensuite défia tout ce qu'il croyait savoir. Élise se leva, marcha délibérément vers la porte ouverte et entra. Elle ne regarda pas l'argent. Elle se dirigea droit vers la porte, trouva le verrou manuel et fit glisser le lourd penne d'acier en place. Puis elle sortit, ferma doucement la porte derrière elle, retourna à sa chaise et fondit en larmes. Elle ne pleurait pas bruyamment. Elle était là, face à la porte fermée, les épaules secouées, pleurant un fardeau bien plus lourd que la journée elle-même. Elle avait toutes les raisons. Le désespoir avait frappé à sa porte. Elle était seule dans une maison avec assez d'argent pour résoudre tous ses problèmes. Personne n'aurait su. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de ne pas le faire. Pour Alexandre Dubois, ce n'était pas seulement une anomalie, c'était une révélation. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus aussi certain de la laideur des gens. En bas, une jeune femme gardait un trésor qui n'était pas le sien. Et pour des raisons qu'il ne comprenait toujours pas, elle croyait que ce qui était juste était plus important que ce qui était possible. Quand Alexandre se leva enfin, la nuit tombait presque. Il fit délibérément du bruit, le tintement des clés, le grincement de la porte d'entrée, pour lui faire croire qu'il venait de rentrer. Élise apparut, les yeux encore rouges, mais la posture digne. « Monsieur Dubois » dit-elle, la voix tendue mais respectueuse. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai remarqué que la porte de cette pièce était ouverte ce matin. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Je suis resté pour surveiller. » Il hocha lentement la tête. « J'ai vu. » Élise cligna des yeux. « Vous avez vu ? » « Il y a des caméras dans chaque pièce, » dit Alexandre. Une lueur de gêne traversa ses yeux, mais elle dit simplement « Je comprends, c'est votre maison. » Le silence s'installa. Puis Alexandre demanda, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Tout va bien, mademoiselle Moreau ? Vous sembliez bouleversée. » Élise baissa les yeux. « C'est ma mère et la boulangerie, » murmura-t-elle. « Ils essaient de la maintenir à flot, mais une nouvelle grande surface vient d'ouvrir. La banque menace de saisir si nous ne remboursons pas la dette de 38 000 €. » Il avait entendu des histoires tristes, mais il n'y avait aucune artificialité dans sa voix. Elle ne demandait rien. « Attendez, » dit-il. Il sortit une enveloppe de la poche de son manteau. Elle était prête depuis la veille. « J'avais l'intention de vous donner ceci à la fin de la semaine, mais le moment semble approprié. » Élise l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur,
une épaisse liasse de billets, 50 000 €. « Je ne peux pas accepter ça, murmura-t-elle. « Si vous le pouvez, dit Alexandre. Vous l'avez mérité. »« Non, je n'ai rien fait. »« Vous avez réussi le test, dit-il sans détour. J'ai laissé la chambre forte ouverte intentionnellement. Je veux voir qui sont vraiment les gens quand ils pensent que personne ne regarde. La plupart échouent, mais vous avez fait le contraire. » Élise fixa l'enveloppe, puis la referma. « Cela ne signifie pas que je mérite ça. »« Je n'y ai même pas pensé, » dit-elle après un long moment. « Cette pièce, je savais que je ne devais pas y entrer, non par peur, mais parce que ce n'aurait pas été juste. » Alexandre sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. « Mon travail est de prendre soin de votre maison, » poursuivit Élise. « Cela signifie la protéger, même si vous ne le demandez pas. Ce n'est pas spécial, c'est juste de la décence. »« C'est plus rare que vous ne le pensez, » dit Alexandre. Puis Élise dit quelque chose qui le stupéfia. « Vous avez déjà aidé ma famille une fois, vous ne le saviez même pas. » Elle sortit de son sac une coupure de journal jauni. C'était un article datant de 3 ans sur un don anonyme fait à l'hôpital pour enfants de Lyon. Le don avait couvert les opérations de plus d'une douzaine de patients. « Mon cousin, Lucas, » dit Élise, la voix tremblante, « était l'un de ces patients. Il est né avec une malformation cardiaque congénitale. Ce don a sauvé sa vie. Nous n'avons jamais su qui l'avait fait, jusqu'à ce que je voie votre nom mentionné des mois plus tard dans une liste de donateurs de l'hôpital. J'ai fait le lien. » Elle leva les yeux. « Je ne suis pas venue ici pour l'argent. J'ai demandé à l'agence de me trouver un emploi dans ce secteur. Je voulais voir qui était la personne qui avait sauvé mon cousin. Je voulais juste, un jour, vous remercier en personne. » Alexandre resta figé. Personne, au cours de toutes ces années de dons, ne lui avait jamais dit cela. C'était de la gratitude pure, enracinée dans le respect. « Alors, vous voyez, monsieur Dubois, » dit Élise, « vous avez déjà fait plus pour moi que je ne pourrai jamais vous le rendre. Je ne peux pas accepter cet argent. » Alexandre voulait argumenter, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. C'était un principe, plus solide que n'importe quelle supplication. 6 mois passèrent. Le manoir d'Alexandre, autrefois un mausolée de suspicion, commença à retrouver un rythme. Une deuxième tasse de café séchant près de l'évier, un nouveau carnet sur le bureau, une seule photo dans un cadre en argent sur une étagère. Élise et Alexandre, debout l'un à côté de l'autre, tous deux l'air résolus. Élise n'avait pas emménagé. Elle refusa l'offre d'un chauffeur privé. « J'aime le bus, » lui dit-elle. « Ça me garde les pieds sur terre. » La fondation caritative Harold Winters, désormais simplement appelée la Fondation Dubois, opérait depuis un modeste bureau à Lyon. La plaque sur la porte disait « Fondation Dubois, espoir, dignité, réparation ». Sous la direction d'Élise, la Fondation lança de nouveaux programmes. Un fonds de bourse, une initiative de microcrédit pour les commerces familiaux en difficulté et un fonds de stabilité du logement. Alexandre restait impliqué, mais plus comme un mentor que comme un gestionnaire. Chaque matin, il arrivait au bureau, s'asseyait en face d'Élise et demandait « Alors, qui aidons-nous aujourd'hui ?» Il parlait davantage. Il lui raconta la marine, Hélène, les débuts de son entreprise. Elle lui parla de sa mère, de son cousin Lucas qui jouait maintenant au baseball, de la peur qui ne vous quitte jamais vraiment quand vous avez vécu avec elle assez longtemps. Ce n'était pas une amitié au sens traditionnel du terme. C'était une reconnaissance, comme 2 voyageurs se rencontrant tard dans leur périple et réalisant qu'ils avaient marché sur des chemins parallèles depuis le début. La boulangerie de sa mère prospérait, structurée par le programme de la Fondation comme n'importe quel autre bénéficiaire. Elle ne demanda jamais qui l'avait approuvé. Elle pleura simplement lorsque la banque appela pour dire que le prêt avait été renégocié.
Un après-midi de début de printemps, ils étaient assis sur le porche, regardant les cyprès onduler dans le vent. « Avant, dit doucement Alexandre, je pensais que l'héritage était ce que l'on laissait derrière soi, des bâtiments, des entreprises, un nom gravé dans la pierre. Mais peut-être que c'est la personne à qui l'on fait confiance pour continuer l'histoire. » Ce soir-là, Alexandre resta dans la bibliothèque, feuilletant de vieux dossiers. Il s'arrêta sur une photo d'Hélène. « Je l'ai trouvée, dit-il à la pièce vide. J'ai trouvé quelqu'un qui comprend. » Il confia à Élise la direction d'un réseau qu'il avait imaginé pendant des années, le réseau Espoir, un réseau de personnes comme elle, travaillant au sein de leur propre communauté, dirigeant les ressources là où elles étaient le plus nécessaires. « Je veux que tu le diriges, dit-il. Je te donnerai la structure, l'argent, mais tu lui insuffleras la vie. » Elle hocha la tête. « Quand commençons-nous » Alexandre sourit. « Nous avons déjà commencé. » Dans les mois qui suivirent, le réseau Espoir s'étendit. Les histoires affluèrent, des programmes de repas scolaires relancés, des refuges pour femmes retrouvant une seconde vie, des lycéens recevant des ordinateurs portables. Un journaliste demanda à Élise lors d'une interview « Qu'est-ce qui vous a inspiré à diriger un tel réseau ?» Elle sourit légèrement. « Quelqu'un a cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. C'est ma façon de rendre l'appareil. » Depuis sa bibliothèque, Alexandre regarda l'interview, ses vieilles lunettes de lecture sur le nez. Il ne dit rien. Mais quand Élise revint ce soir-là, elle trouva un bouquet de tournesol sur son bureau, le seul type de fleurs qu'Hélène ait jamais gardé dans la maison. Un soir, ils dînèrent sur la terrasse arrière, surplombant les collines. Alexandre leva un verre d'eau et porta un toast. « À ceux que nous choisissons et à l'avenir que nous bâtissons avec eux. » Pour la première fois, Alexandre ne ressentit pas le besoin de vérifier les serrures. Son monde, autrefois fortifié par la suspicion, était maintenant ouvert, non pas parce qu'il avait eu tort de le garder, mais parce que quelqu'un avait enfin prouvé qu'il était digne d'y entrer. Il regarda Élise, non pas la jeune femme qui avait autrefois balayé ses sols, mais la femme qui avait pris les fragments de son héritage gardé et les avait transformés en ponts. Et dans ce calme, quelque chose s'installa entre eux, non pas une fin, mais la compréhension que ce qui avait commencé par un test dans une maison silencieuse était devenu un témoignage vivant de la confiance. Le réseau Espoir n'avait pas commencé avec des plans ou des fonds, mais avec un seul acte de retenue et la décision d'un vieil homme d'ouvrir une porte. Et dans ce choix, ils avaient réécrit l'avenir.